Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Aujourd'hui, on met à l'essai la Toyota Camry hybride. Ouais. On a vu à travers le temps le segment des sous-compacts disparaître graduellement et là, on voit un peu le segment des intermédiaires s'en aller et fondre comme neige au soleil. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde à la Toyota Camry hybride aujourd'hui? Bien, en fait, la Camry est renouvelée. C'est la plus populaire de son segment. C'est vrai aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et contrairement au segment des voitures sous-compactes qui ne se vendaient plus aux États-Unis, c'est tout le contraire avec les berlines intermédiaires. Chez nous, ce sont les voitures compactes qui ont encore la cote, par exemple la Corolla, alors qu'aux États-Unis, on vend plus de berlines intermédiaires. C'est une voiture extrêmement populaire, la Camry aux États-Unis. En fait, c'est la voiture la plus populaire. Il y a des VUS qui se vendent beaucoup plus, mais du côté des voitures, c'est la Camry qui se vend le plus. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle on continue de l'avoir chez nous. S'il n'y avait pas de vente américaine, vous pouvez être certain que les voitures intermédiaires seraient complètement disparues de la carte. Il en reste quelques-unes sur le marché. La Camry, c'est la plus populaire. Et la raison pour laquelle on la met à l'essai cette semaine, c'est que pour la première fois, on combine deux éléments mécaniques qui, je pense, vont plaire à une clientèle québécoise. Alors, premièrement, motorisation hybride qui est de série et deuxièmement, la possibilité d'un rouage intégral sur la motorisation hybride. Il n'y a aucune autre voiture dans le segment qui propose cette possibilité de combinaison mécanique, mis à part la Prius, et c'est la raison pour laquelle on met la Camry à l'essai cette semaine. Et justement, nous, quelle version on a mis à l'essai? Bon, c'est la version XLE à 4 roues motrices. C'est la plus chère, c'est la plus luxueuse. C'est certainement pas celle qui va se vendre le plus, mais ça permet de découvrir toute la technologie que Toyota a greffée dans cette nouvelle génération de Camry. Comme vous savez, avec la Camry, on abandonne cette année le 4 cylindres traditionnel 2,5 litres, le moteur du RAV4 par exemple, qu'on retrouvait jusqu'en 2024, et le moteur V6 qui était exclusif à la version TRD. Alors, c'était la dernière voiture à encore offrir un moteur à 6 cylindres. C'est désormais terminé. Ne reste donc au menu que le moteur hybride, une motorisation franchement intéressante qui fait 232 chevaux dans le cas qui nous concerne. Et je dis 232 chevaux parce que si vous optez pour une version à roue motrice avant, ça sera 225 chevaux, mais avec le rouage intégral, on gagne 7 chevaux supplémentaires, conséquence d'un deuxième moteur électrique qui se situe sur l'essieu arrière. Et donc, il y a un partage de puissance qui est un peu différent de ce côté-là. Alors, ça en fait une voiture franchement intéressante qui offre plus de puissance que la majorité des berlines à moteur 4 cylindres conventionnels et qui offre l'avantage du rouage intégral en combinaison avec la motorisation hybride. Il n'y a pas d'autres véhicules dans le segment qui proposent une telle combinaison, mis à part bien sûr la Toyota Prius, qu'on peut considérer aussi comme une intermédiaire, mais qui va coûter à équipement égal un peu plus cher qu'une Toyota Camry. Alors vous allez essentiellement retrouver ici un moteur électrique de 100 kW à l'avant, un second moteur électrique de 30 kW à l'arrière et le moteur 2,5 litres atmosphérique pour une puissance maximale combinée, comme je le disais, à 232 chevaux. Tout ça pour une consommation d'à peine 5 litres au 100. En moyenne combinée, on annonce 5,1 litres au 100 et vous n'aurez aucune misère à atteindre une telle cote. C'est franchement impressionnant ce que cette voiture-là est capable d'offrir comme puissance, comme comportement, comme niveau de confort et de polyvalence, considérant sa consommation de carburant qui est moindre que les autres hybrides dans le segment. Et là, bien évidemment, on peut penser à la Honda Accord qui est uniquement offerte en traction. Également à la Hyundai Sonata qui est disparue du marché canadien en version hybride, mais qui continue d'être commercialisée sur le marché américain. Alors, c'est la meilleure berline intermédiaire si vous cherchez une hybride. Et j'ai envie de vous dire que c'est la meilleure berline intermédiaire, point. Parce que si on regarde la motorisation qu'on retrouve chez la compétition, bien, vous ne retrouverez pas de mécanique aussi puissante et aussi frugale que ce qu'on retrouve ici. Maintenant, un mot sur le comportement routier parce que la Toyota Camry s'est aussi améliorée à ce chapitre. Direction qui est plus ferme, particulièrement si vous optez pour le mode sport, ce que vous n'utiliserez probablement jamais. Mais vous allez avoir une suspension plus intéressante, des freins qui sont plus puissants, une meilleure insonorisation, bref, un plus bel équilibre de conduite, une voiture qui est plus rassurante,
qu'on sent plus sécuritaire, et je ne vous parle pas des systèmes d'assistance à la conduite et des éléments de sécurité qui sont très nombreux sur cette voiture-là, mais bien du sentiment qu'on ressent lorsqu'on la conduit. Alors, c'est une voiture qui est certainement plus intéressante que sa devancière, mais je n'ai pas le choix d'admettre que la Honda Accord, sur le plan dynamique, a encore un petit avantage. Une voiture qui n'offre pas malheureusement la possibilité d'un rouage intégral, mais qui est certainement plus dynamique à conduire que la Camry, qui est plus communicative au niveau de sa direction et qui est plus sportive dans son ensemble sans qu'elle ne soit pour autant moins confortable. Alors tout dépend de ce que vous cherchez, mais ici on a l'avantage du rouage intégral pour une consommation qui est encore moindre que ce que propose l'Accord hybride, qui est vendu à prix plus élevé également. Je vous parlais maintenant de la consommation de carburant, 5,1 litres au 100 dans le cas qui nous concerne. On passe à 5,4 avec une version XSE, plus sportive d'approche parce qu'elle a des jantes de 19 pouces, donc plus de résistance au sol. Mais si à l'opposé, vous optez pour une version SE, qui est le modèle d'entrée de gamme à roue motrice avant, bien là, tenez-vous bien, la consommation d'essence est abaissée de 10 par rapport à cette version XLE. C'est donc 4,6 litres au 100 de moyenne combinée que vous obtiendrez comme code de consommation. C'est franchement impressionnant. On a quand même 225 chevaux, on est à bord d'une berline intermédiaire. Alors, c'est du jamais vu dans ce genre de voiture-là et ça prouve à quel point Toyota maîtrise à merveille la technologie hybride. Certaines entreprises de garantie prolongée offrent la possibilité de renouveler votre couverture une fois votre plan initial terminé. Faut-il toujours choisir la même marque d'huile ou le même atelier? La réponse est simple, le choix vous appartient. L'essentiel est de faire affaire avec un atelier de confiance qui utilise des huiles de qualité et respecte les grades recommandés. L'huile est cruciale pour les performances du moteur, alors n'hésitez pas à demander quelle huile a été utilisée. Si tout fonctionne bien à chaque visite, c'est le signe que vous êtes entre bonnes mains. On l'oublie à force de conduire des VUS, mais une berline comme la Camry, c'est bas, puis ça peut être plus vulnérable dans un cas d'un accident mineur. Si jamais ça arrive, est-ce que c'est préférable de réclamer aux assurances ou non? Bon, si on a simplement accroché une petite bordure de béton, ça a donné une égratignure sur le pare-choc, les dommages sont peut-être inférieurs à 1 000 puis à ce moment-là, les experts déconseillent de réclamer pour éviter d'ajouter justement une réclamation au fichier central des sinistres automobiles. La première réclamation ne ferait peut-être pas augmenter la prime, mais si vous aviez la malchance d'en avoir d'autres qui s'accumulent, à ce moment-là, ça pourrait grimper. C'est sûr que si on a un accident avec un autre véhicule, un accrochage peut rapidement dépasser ce montant-là, donc ça peut coûter 5 000 $, c'est pas très long. Et puis à ce moment-là, l'autre personne va probablement réclamer. Donc même si vous ne voulez pas le faire, c'est mieux de le déclarer à l'assureur parce que de toute façon, ça va paraître au fichier central et ça pourrait faire augmenter la prime. Donc la meilleure chose à faire, c'est de s'informer auprès d'un expert en sinistre de son assureur pour obtenir un avis éclairé. Mathieu, la Camry, c'est une voiture très connue du public. Elle est sur le marché depuis 1983. Elle avait remplacé la Corona à l'époque, évidemment pas celle que tu bois, là. Et c'est une voiture qu'on connaît bien et qui est toujours évolutive lorsque vient le temps de la renouveler. Puis c'est pas une voiture 100% nouvelle, le Toyota s'en cache même pas. C'est une évolution de la précédente génération, mais je trouve qu'à l'intérieur, les changements sont plus drastiques qu'à l'extérieur. Nouvelle planche de bord, des sièges qui ont été redessinés, qui sont plus confortables. C'est la première fois qu'on a une instrumentation 100% numérique dans une Camry d'un bout à l'autre. L'écran qui est plus grand. On a joué un peu d'audace aussi dans le design de la planche de bord, surtout dans cette version XLE où là, tu retrouves des... Je ne saurais comment le décrire, en fait. De la suédine avec des motifs à carreaux à l'intérieur. Bref... Chose certaine, ça va tacher. Ça va être salissant dans ce cas-ci. Mais pour ceux qui veulent avoir quelque chose de plus dynamique, on peut aller vers une version SE, XSE. Ça risque d'être plus populaire que celle-là. Ce modèle-ci, c'est le plus équipé, le plus luxueux. Et essentiellement, on a beaucoup de technologie à bord de cette auto-là. Mais je trouve que l'évolution par rapport à l'ancien modèle au niveau de l'ergonomie, de la présentation de l'habitacle, c'est franchement réussi. Et le bel avantage, c'est que c'est pas trop compliqué à utiliser. Oui. En fait, ce que je te dirais, Mathieu, c'est que le travail de la Camry, c'est de bien servir la clientèle qui s'y intéresse. On va être honnête, une clientèle qui ne rajeunit pas nécessairement. On veut aller chercher une clientèle plus jeune, d'où la raison pour laquelle on met à jour tout l'environnement dans lequel on se trouve.
Mais n'empêche, c'est pas une voiture hyper pointue ou technologique qui va t'offrir les derniers gadgets, pas toujours évidents à utiliser. Là. Ici, c'est assez simple. Bien, c'est super simple. Et en anglais, ils disent low expectation, high delivery. C'est-à-dire que les attentes sont basses, mais on livre. Dans ce cas-ci, c'est exactement ça. Mes attentes techno pour une Camry étaient assez basses. Tout fonctionne très bien. Tu l'as dit, une instrumentation totalement numérique, c'est clair, c'est précis, c'est simple. Au niveau du système d'infodivertissement, ça ne peut pas être plus simple que ça. Le bon vieil écran rectangle, la navigation, le divertissement, les appels et les paramètres liés au confort du véhicule. C'est tout. Ouais. Et ça marche bien. Maintenant, tu as un téléphone Android, tu as un téléphone Apple, tu as Android Auto ou encore Apple CarPlay. Et là, tout à coup, boum, tu as un nouvel écosystème qui vient d'améliorer celui qui est déjà là parce que ce sont deux systèmes qu'on connaît bien et qui fonctionnent aussi très bien. Il faut souligner que Toyota a amélioré de façon considérable son système d'exploitation. Il est plus rapide, il est esthétiquement mieux réussi que par le passé. Je trouve aussi que l'information qui est derrière le volant s'est livrée de façon impeccable. Tout est là, c'est facile à utiliser, facile à consulter et on ne s'est pas cassé la tête avec des designs trop originaux, trop complexes. Ah ouais. Tu sais, ça fonctionne. Non, tu as tout à fait raison. Écoute, on a aussi au passage un chargeur par induction, on a des prises USB-C, USB classique, on a un détecteur aussi de fatigue, hein? Puis évidemment, tous les systèmes d'aide à la conduite qu'on retrouve sur la plupart des véhicules. Moi, j'ai pas un mot à dire sur ça. Je sais que je suis pas à bord d'une Tesla, là, mais c'est pas ça à quoi je m'attends non plus. Autre chose, l'application Toyota. Ils l'ont retravaillé, je crois que c'est en 2023. Souvent, les applications sur les marchés Apple ou encore Android sont super mal notées. Les gens peuvent avoir des difficultés. Essayez-la. Peut-être que ça va être quelque chose que vous allez trouver intéressant. Vous pouvez parfois démarrer le véhicule à distance, avoir des informations sur le véhicule, verrouiller, baisser les fenêtres, tout dépendant de l'application, de votre téléphone et du type de véhicule et du modèle que vous avez. Il y a des trucs qui peuvent être fort intéressants à voir. On peut le géolocaliser aussi. C'est ce que j'allais dire, ne serait-ce que pour géolocaliser le véhicule. Fait que bref, j'avais pas d'attente. Je suis pas déçu, je suis pas décoiffé par un soufflement technologique nouveau genre, mais tout fonctionne bien. J'aimerais ça en terminant que tu ailles t'asseoir à l'arrière. Pourquoi dans ce véhicule spécifiquement? Bien parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Camry qui, pour la première fois, prennent place à l'arrière d'une Camry et non pas au volant. Tu as compris que le marché du taxi pour la Camry est quand même assez important. Alors, d'avoir un peu de dégagement à l'arrière, c'est aussi important, peut-être un peu plus que dans d'autres berlines. Oh, c'est peut-être la hauteur, oui. Au niveau j'ai un long tronc, hein? Ça, c'est pas nouveau, là. Bon, dans le sud pour 22 piastres. Un accident est-il inscrit au dossier du conducteur s'il n'est pas responsable? Tous les sinistres des 6 dernières années pour lesquels une indemnité est payée sont enregistrés au fichier central des sinistres automobiles. Ils sont inscrits dans les dossiers des conducteurs impliqués, qu'ils soient responsables ou non. Le dossier précise toutefois le degré de responsabilité des conducteurs. La Toyota Camry, on peut presque la qualifier de survivante parce qu'elle appartient à une catégorie où les concurrentes sont de moins en moins nombreuses. On a eu l'abandon de la Sonata ainsi que plusieurs autres modèles au cours des derniers mois, des dernières années. Donc, la Toyota Camry, ça demeure une des valeurs sûres de ce créneau. C'est une voiture qui est fiable, qui a une bonne valeur de revente. Et pour 2025, on a droit à un nouveau modèle avec refonte de carrosserie, de l'habitacle et surtout maintenant, l'adoption de la motorisation hybride, que ce soit en version à 2 roues motrices à traction ou encore à rouage intégral, qui est le modèle que nous avons essayé. Bon, évidemment, dans le cas de cette configuration-là, c'est très semblable à celle de la Prius, c'est-à-dire qu'à l'arrière, c'est un moteur électrique que l'on retrouve pour entraîner ce train de roues. Dans le cas de la Prius, évidemment, c'est un moteur de 2 litres. Dans le cas de la Camry, c'est un moteur de 2,5 litres. Ça nous donne une excellente consommation de carburant. J'ai obtenu une moyenne observée de 5,6 litres au 100 km, ce qui est vraiment très bon si on tient compte de la taille de cette voiture, de son habitabilité aussi et de son grand niveau de confort. Pour ce qui est des points faibles, c'est pas une voiture avec laquelle on fait véritablement le plein de sensations au volant. C'est pas une voiture qui est engageante à conduire. C'est plutôt une voiture pour les esprits plus cartésiens. Si vous voulez une voiture fiable, confortable, qui a une bonne valeur de revente,
c'est une voiture qui va faire le travail. On peut déplorer le fait que le prix des versions les plus équipées est véritablement très élevé, ce qui rend ces modèles-là un peu moins attrayants que l'ensemble de la gamme. Aussi, le volume du coffre est le plus petit des véhicules de ce créneau. Mais tout de même, la Camry, ça reste une valeur sûre de cette catégorie et l'adoption de la motorisation hybride la rend encore plus efficace en consommation. On sait que la Camry domine dans son segment et ça depuis plusieurs années. Est-ce qu'elle a vraiment de la compétition à travers les autres manufacturiers? On pourrait penser que la Honda Accord, c'est sa principale rivale, surtout avec l'arrivée de motorisation hybride. C'est une voiture qui est vraiment convaincante, mais l'absence de rouage intégral et le fait que le constructeur ne la pousse pas réellement non plus, ça fait en sorte qu'on n'en vend que très peu par rapport à la Camry. C'est à peine 25 du nombre d'unités que Toyota va vendre avec sa Camry. Évidemment, la plus grosse menace de la Camry, c'est la Prius qui se trouve un peu dans le même segment, qui propose cet avantage d'être disponible avec de l'hybride rechargeable, sinon avec un rouage intégral de série. Mais dans les faits, c'est que tant qu'on vend un produit chez Toyota, on est content. Alors, c'est pas une rivale directe, c'est plutôt une alliée. Et le reste du segment est composé cette année, comme je le disais, de l'Accord, de la Hyundai Sonata, on vend ça au compte-gouttes, sinon de la Nissan Altima qui vit sur du temps emprunté. Et c'est tout. Il n'y a plus de compétition dans le segment. Alors, la Camry a littéralement le champ libre. Et je pense que c'est une opportunité pour Toyota de pouvoir aller chercher des parts de marché supplémentaires avec un produit qui répond plus que jamais aux besoins et aux désirs de la clientèle qui cherche encore une voiture intermédiaire. Antoine, le prix de la gamme se situe entre 37 180 et 47 830. On a mis à l'essai le modèle le plus dispendieux. C'est assez cher pour une Camry. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Effectivement que c'est cher et c'est pas la version qui va être la plus vendue forcément. Bon, d'abord, elle a un look très classique. La XLE s'adresse peut-être à une clientèle un peu plus traditionnelle, plus âgée. Et je te dirais que rendu là, on est proche d'une Lexus, on est proche d'une Toyota Crown aussi, alors il y a plus de choix. Pour moi, la version la plus intéressante, c'est le modèle SE Groupe Amélioré avec rouage intégral. C'est l'entrée de gamme pour obtenir le rouage intégral. On a une voiture dont le comportement routier est très intéressant. Le rapport équipement-prix est le plus agressif dans toute la gamme Camry. Et il faut comprendre que si l'échelle de prix est beaucoup plus haute que celle du modèle antérieur, c'est parce qu'on a éliminé les modèles d'entrée de gamme qu'on a conservés sur le marché américain, mais qui de toute façon ne se vendaient pas chez nous, parce qu'au fil des dernières années, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la clientèle qui s'intéresse à la Camry prenait d'emblée un modèle SE ou allait carrément vers l'hybride. Mais là, évidemment qu'avec le rouage intégral, la question ne se posera pas. On va se lancer massivement sur le modèle qui propose la combinaison d'un groupe d'équipements raisonnable avec rouage intégral. Justement, dans le guide, on donne des exemples de mensualité en location et en financement. On voit que le taux d'intérêt est pas mal autour de 8 Toyota donne pas beaucoup d'incitatifs sur la Camry. Oui, Toyota est très indépendant avec la Camry. C'est le truc que je déplore personnellement parce que lorsqu'on veut se procurer cette voiture-là, on se présente chez le concessionnaire et on peut se faire dire qu'on va patienter 6, 7, 8 mois pour en obtenir une, ce qui est déplorable parce qu'évidemment, sur le marché américain, vous l'avez de façon quasi instantanée. Alors, on voit que ce n'est pas le produit que Toyota veut pousser massivement. On est beaucoup plus intéressé à vendre des RAV4 qui sont fabriqués chez nous au Canada, par exemple, et c'est pour ça qu'on a des taux de financement de location qui ne sont que peu compétitifs. De toute façon, on n'a pas de compétition réellement. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle on se permet d'être un peu indépendant. C'est dommage pour le consommateur, mais c'est une voiture qui coûte peut-être un peu plus cher que la moyenne en raison des taux qui sont très élevés. Donc, même si c'est un produit qui n'est pas aussi à la mode qu'il était avant, est-ce que tu recommanderais la Camry? C'est vrai que c'est plus aussi à la mode une Camry qu'à une certaine époque. Il y a eu des versions 5 portes, il y a eu des familiales, il y a eu des coupés sport de la Camry. Il fut une époque où c'était un des produits les plus vendus chez Toyota et c'est clair que c'est plus le cas aujourd'hui, chez nous du moins. Parce qu'aux États-Unis, on en vend à peu près 300 000 par année et au Canada, si on en vend 10 000, c'est beau. Donc le ratio de 30 pour 1 est disproportionné par rapport à ce que ça devrait être normalement. Mais la Camry, c'est une voiture exceptionnelle en termes de coût de revient et de fiabilité. Alors, ça roule à
5-6 litres au 100 selon la façon dont on la conduit. Les coûts d'entretien de possession à long terme sont très faibles. On peut conserver une voiture comme celle-là 10, 15, 20 ans sans se soucier d'avoir de gros problèmes majeurs et la dépréciation est très faible aussi. Alors, est-ce que c'est un bon achat? Absolument. C'est une des voitures les plus intéressantes qu'on puisse se procurer sur le marché si on regarde notre portefeuille à long terme. C'est un achat rationnel, c'est un achat qui est super intéressant. C'est pas le produit le plus passionnel, on s'entend. C'est pas une Audi A4 à conduire, clairement. Mais pour rouler confortablement et avoir une tranquillité d'esprit, il n'existe pas grand-chose de plus convaincant. Et la semaine prochaine, Antoine, on s'est fait une petite compétition en comparant les deux motorisations dans le Ram. Oui, moteur V8, moteur à 6 cylindres en ligne qui est la nouveauté. On va voir ce qui performe le mieux. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.